bienvenue à tous dans cette visioconférence. Donc c'est comme ça, je crois qu'on appelle ça pour le moment. Il y a peut-être d'autres mots à trouver pour la chose. Bref, cette étrange expérience. Et donc cette étrange expérience est la deuxième rencontre de cette nouvelle saison du cycle numérique. Ça fait, je crois, à peu près 6 ans que des conférences sont organisées au Point Culture autour de la question du numérique. Donc, ce sont des conférences qui viennent de l'idée de toute une série d'associations du fait que les numériques allaient nous concerner. C'est une idée qui commence à se préciser. Donc, je donne la liste comme ça, non exhaustive parce qu'elle est très longue, mais qui donne un peu une idée des associations qui étaient là au départ. Donc, il y a la concertation, Culture et démocratie, les CCEP, les PAC, les XARA, Point Culture, Action Média Jeunes, la Maison de la Culture, la Revue Nouvelle, CFS et beaucoup d'autres. Donc, qui ont initié ces cycles qui comptaient au départ essentiellement des conférences et qui, depuis 300, a décidé aussi de lancer une série de formations avec l'idée qu'il fallait aussi nous-mêmes nous former à la fois sur la manière de mettre en place les changements numériques et de les penser en même temps, c'est-à-dire ne pas scinder les travails d'analyse du travail plus pratique. Alors, plus pratiquement, aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Clarisse Ehrenschmidt, qui est au départ, m'a-t-elle dit, archéologue et linguiste, et qui après est partie dans toute une série d'aventures qui croisent à la fois l'histoire, l'anthropologie et beaucoup d'autres domaines. Donc, elle a écrit notamment un livre passionnant que nous avons lu ici et qui est un peu à l'origine de l'invitation, qui est Les trois écritures, langue, nombre et code, qui a été édité chez Gallimard en 2007 et que nous vous conseillons très chaudement. Alors, on le disait, on avait commencé les cycles en se disant que le numérique allait nous concerner. Bon, bah, là, on y est à plein, je crois. On y est déjà en visioconférence. Et peut-être ça vaut le goût de souligner que, voilà, que du coup, il y a un certain nombre de choses qu'on ne partage pas. Par exemple, on ne partage pas le fait d'arriver tout mouillé parce qu'il pleut, ce qui est certes désagréable, mais qui est aussi une expérience collective et qui aurait été peut-être l'occasion de se faire quelques clins d'œil en disant ah bah voilà, toi aussi tu arrives tout mouillé, etc. On ne partage pas aussi quelque chose qui a lieu ici au Point Culture, c'est-à-dire qu'il y a énormément de policiers et parce qu'il y a une manifestation des taxis et une contre-manifestation des chauffeurs Uber qui comptent visiblement se castagner un peu plus bas. Donc, quelque chose qui aussi nous aurait concerné et qu'être au sens de ça n'aurait peut-être pas été inintéressant pour notre travail, pour notre pensée. Alors, le numérique nous concerne aussi, je pense, aujourd'hui beaucoup au niveau du travail social, ne serait-ce que parce que dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, que ce soit les assistants sociaux ou à peu près tous les travailleurs sociaux qui sont restés sur le terrain, passent leur temps à courir derrière, enfin à tenter de joindre toutes sortes de services, donc des services sociaux devenus virtuels, qui deviennent extrêmement compliqués. On sait que le numérique, dès que ça pose problème, c'est très compliqué. Or, quand on a des problèmes sociaux, bah, justement, on rentre moins dans les cases et on se retrouve avec beaucoup plus des problèmes et avec beaucoup plus de complications, puisque joindre une mutuelle, joindre les syndicats, joindre les CPAS, etc., est devenu une véritable aventure. Et pour beaucoup d'assistants sociaux, mais aussi dans les centres de santé mentale, mais aussi dans les maisons médicales, etc., une grande partie du travail est maintenant essayer d'aider des gens
à encoder toutes sortes de formulaires qu'ils ne comprennent pas, à remplir des choses pas possibles, à attendre des heures au téléphone que quelqu'un réponde, à essayer d'expliquer quelle est la situation administrative dans laquelle on se trouve, etc. C'est également le cas de toute une série d'associations qui s'occupent du soutien scolaire, par exemple. C'est-à-dire que, OK, on a virtualisé, mais ça ne veut pas dire que dans toutes les maisons, il y a des connexions, il y a assez d'ordinateurs, il y a des gens qui savent se débrouiller, il y a des pièces pour que les enfants puissent être tranquilles pour les faire, etc. Donc, le numérique est là et les problèmes qu'il pose se sont multipliés dans tous les sens. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi inviter Clarisse Ehrenschmidt? Justement parce qu'il nous semble que c'est une des pistes pour retrouver un peu des prises sur tout ça. Que justement, sortir de l'immédiateté de ce qu'Antoinette Roubroy appelle le solutionnisme est un pas extrêmement important. Et ce que Clarisse nous propose, c'est-à-dire de pouvoir inscrire les numériques dans une histoire longue, nous semble vraiment un moyen de retrouver des prises, de retrouver comment quelque chose s'est construit. En préparant l'invitation, me venait en tête une maxime d'un vieux film, enfin d'un vieux roman, qui est Les Guépards. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et sinon, je profite pour faire de la recommandation culturelle. Visiblement, c'était une de nos missions aussi, visiblement. Vous pouvez venir ici, par exemple, au Point Culture, louer les films de Visconti. Et donc, dans Les Guépards, le personnage moderne, cool, dynamique, disruptif, disait il faut que tout change pour que rien ne change. Et c'est une étrange maxime. Et je pense que, surtout ce qui est étrange et que le film met bien en évidence, et le roman encore plus, c'est que c'est une maxime qui a comme effet de paralyser tout le monde, parce qu'on ne comprend rien avec ça. Il paralyse tout le monde et c'est lui qui peut se débrouiller. Et j'ai l'impression qu'avec le numérique, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, le numérique change tout. Non, mais alors si ça change tout, on n'a qu'un repère et c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et tout d'un coup, on nous dit non, mais ça ne change rien, c'est infime ce que ça change, donc ça n'a aucune importance. Et si ça ne change rien, ce n'est pas la peine non plus de s'en occuper. Je crois que placer le numérique dans une histoire, c'est justement une manière de voir que certaines choses changent et qu'en même temps, on a des repères pour voir comment on peut agir sur ces choses-là. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tout change. On garde certains repères. Alors, il y a cet élément-là. Il y a un autre que je voulais souligner et qui me paraissait vraiment très rafraîchissant dans cette histoire longue que vous faites, qui est le fait de, notamment l'histoire de l'écriture, de nous décentrer très fortement de l'Europe occidentale. Ça ne se passe pas en Europe occidentale, on va ailleurs. Et il me semble aussi important de pouvoir penser un tout petit peu ailleurs. Mais voilà, donc c'était une trop longue introduction, certainement. Je vais passer la parole à Clarisse. Je signale qu'après donc l'exposé de Clarisse, on va laisser la place à un débat. Bonjour à tous. Je suis vraiment très désolée de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir vous saluer. Bien, j'aime beaucoup la Belgique, Bruxelles en particulier, mais Liège est très cher à mon cœur. Je salue mes amis belges de loin, qui sont assez nombreux. Et voilà, écoutez, j'ai été invitée de façon tout à fait charmante par Monsieur Pierre Emptin pour parler de ce livre qui est paru déjà il y a 13 ans, donc j'ai vieilli depuis, mais je vous présenterai grosso modo ce qu'il y a. Évidemment, pas tout. Alors, il s'agit d'une histoire que je dis sémiologique, c'est-à-dire d'une histoire des signes. Séméion en grec, c'est le signe, des écritures. Et de pas toutes les écritures du monde, comme vient le dire Guillermo, il s'agit, l'écriture naît en Mésopotamie pour nous, mais évidemment, elle naît également en Chine et elle naît également en Amérique centrale, latine, mais indépendamment, tout à fait indépendamment. Donc, il s'agit de faire en 1 heure 53 siècles d'histoire sémiologique des écritures,
ce qui nous donne à peu près 1 minute par siècle, 1 minute 13 secondes par siècle. C'est rapide, c'est rapide. Et je prierai Guillermo de me signaler quand nous arriverons 10 minutes avant la fin, parce que moi je perds la notion du temps très facilement. Donc nous allons voir 3 étapes. La première, c'est la naissance de l'écriture en Mésopotamie en 3300-3000 avant notre ère. Il y a donc 53 siècles. Les datations sont des datations pas totalement fermes, évidemment, mais elles sont assez bonnes quand même dans l'ensemble. Et c'est en Mésopotamie, bien sûr, Mésopotamie du Sud, mais également dans les régions avoisinantes, c'est-à-dire l'Iran et la Syrie. Et puis, il y a 26 siècles. Eh bien, environ, évidemment, à partir environ de moins 600, il y a l'invention de la monnaie frappée en ionie dans un site célèbre qui s'appelle Éphèse et dans les autres cités grecques et non grecques de l'Ionie ancienne. L'Ionie étant la Turquie actuelle sur rivage méditerranéen, que vous ne considérez pas comme une écriture et que je considère comme porteur, le vecteur d'une écriture des nombres et de leurs rapports. Et puis, il y a 70 ans, il y a eu la création de l'écriture numérique par Alan Turing d'abord en 1936-38, création tout à fait théorique sur une machine de papier et qui s'est développée par la suite dans des machines physiques et puis qui a amené la connexion entre ordinateurs. Donc nous irons fort vite, nous laisserons tout de côté, l'influence des méthodes d'écriture et des styles d'écriture et des analyses des langues sur la mythologie, en particulier sur les mythes de naissance de l'homme, que l'on peut voir dans le monde ancien, mais également sur les mythes de la monnaie et sur les mythes du monde numérique. Car il y a toujours une parole mythique, une pensée mythique qui accompagne les révolutions graphiques. Nous sommes dans une révolution graphique, mais ça n'est pas la première de l'histoire de notre fleuve sémiologique, de notre grand courant qui commence en Mésopotamie, qui gagne l'Égypte, le Proche-Orient, Syrie, Liban actuel, la Grèce, toute la Méditerranée, ensuite l'Europe, et à partir de l'Europe, les extensions européennes, et via l'informatique, le monde entier. Bien, alors accrochez vos ceintures, car j'ai mis quasiment 20 ans à penser ces affaires-là. Nous allons donc les faire très très vite. Voilà, l'invention de l'écriture des langues, Mésopotamie, à Uruk principalement, Syrie, au site d'Abouba Kabira, en Iran, à Suse. Comment ça débute? Eh bien, depuis le 7e millénaire avant notre ère, les humains de cette région du monde comptent avec des calculis, qui sont des petits objets, souvent en pierre, mais parfois en argile, comme ici, de diverses formes. Ici, vous avez des disques et des bâtonnets. Qui ont l'air de cônes, comme ça. Ce sont des bâtonnets. Et le dessin en dessous explique qu'il y a des billes, des cônes et des bâtonnets. Ces calculis servaient à compter, par exemple, quand tous vos brebis sortaient d'un enclos ou rentraient dans l'enclos. Et ça existe depuis longtemps. C'est connu ailleurs dans l'histoire humaine. Et puis tout d'un coup, quand s'est développée la vie urbaine, à partir de 3500, un peu avant 4000, eh bien, on a eu le besoin de stocker les biens, de stocker la nourriture, de stocker les jarres de grains en particulier. Et on fermait les ballots de tissu ou les jarres de grains avec un scellement. Ce scellement est une boule d'argile qui fermait des ficelles. D'accord? C'est un scellement, ça s'appelle comme ça. Et parfois, on mettait un seau par-dessus. Vous avez tous vu des seaux cylindres dans les musées en Mésopotamie qui sont des petits cylindres en pierre dure gravés. Et quand vous les développez sur une argile molle, ça fait comme un rouleau à pâtisserie, ça inscrit une image. Voici l'étape suivante. Après les scellements, on eut l'idée extraordinaire de faire des documents indépendants des objets. Le scellement devint en quelque sorte autonome par rapport aux objets. Il n'y a plus de ficelle qui passe, ça devient une bulle, ça s'appelle une bulle enveloppe. Dans cette bulle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les calculis.
On a enfermé dedans ces petits objets qui témoignent de quantité. Hein. Et dessus, on a déployé un cylindre qui laisse ici des images d'oiseaux. C'est une bulle qui vient de Suse en Iran, mais il y a les mêmes avec des dessins différents à Uruk et les mêmes avec des dessins, le même principe avec des dessins différents ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet? Cet objet est un document comptable. Les calculis matérialisent des nombres. Hein? Je vais revenir à l'image précédente. Le calculi en bâtonnet matérialisait sans doute 1. Hein? Et un de ces deux calculis matérialisait la notion de 10 et probablement celle de 60 puisque les Mésopotamiens comptaient en base 60. Donc, la bulle est un document comptable indépendant qui sans doute était conservé ou accompagnait la livraison ou l'enregistrement de biens dans des stocks, dans des silos, dans l'administration économique locale. C'était très très malin. Seul problème, c'est que pour vérifier si le chargement correspondait à ce qu'on attendait, il fallait casser la bulle. Donc, les Mésopotamiens, qui sont à ce moment-là uniquement des gestionnaires et des gens actifs dans la gestion, eh bien, ont eu l'idée de reproduire sur la surface de la bulle la forme et le nombre des calculis qui sont enfermés. D'accord? Il n'y a plus besoin de casser le document. Il y a toujours les documents à l'intérieur, les calculis à l'intérieur, et on les représente à la surface. Ce sont les premiers signes d'écriture. Évidemment, ce n'est pas très beau. Hein? Évidemment, comment on les a fait? Eh bien, pour le grand cône que vous voyez sur la bulle en haut à gauche, il reproduit évidemment le grand cône que vous voyez sur l'image, sur le fond bleu, qui est tout à fait à droite. On a appuyé le calcul physique sur l'argile molle avant de tout fermer. Et puis, vous voyez qu'il y a 3 petits cônes en bas, ce ne sont pas des cônes, ce sont des bâtonnets, et au-dessus, des disques plats qui sont représentés par l'enfoncement du haut doigt sur la bulle. Dès lors, on manifeste à l'extérieur des choses enfermées à l'intérieur. C'est le principe de l'écriture. L'écriture rend le langage visible, alors qu'il est invisible. Vous me voyez parler, mais vous ne voyez pas le langage, vous ne voyez pas la langue. Vous voyez Clarisse Ehrenschmidt qui fait des gestes et des grimaces. Le langage lui-même restant invisible. Il était resté invisible depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, et tout d'un coup, il devient visible par sa représentation de chiffres. Pourquoi vous me dites que c'est le langage ou que ce n'est pas le langage? Ce sont évidemment des nombres. Mais ces nombres, ce sont des choses à double aspect. Un aspect arithmétique et un aspect linguistique. Donc, on écrit ici l'unité nombre qui réunit en soi l'aspect linguistique et arithmétique. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus besoin de faire des bulles avec un espace vide. Il suffit de prendre de l'argile molle et de la tapoter et d'en faire une petite tablette. En voici une de Suse avec des chiffres que vous voyez, ces espèces de trous, hein, et puis par-dessus le très beau sceau que vous voyez, qui est un sceau représentant un atelier de tissage, avec tout à fait à droite le compteur, le chef d'atelier, 2 ouvriers en dessous vus d'en haut, 2 ouvriers à gauche vus de côté, et le grand métier à tisser horizontal. C'est une charmante tablette de Suse qui enregistre des biens dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'ils étaient représentés par 3 formes de nombres. Nous ne savons pas ce que c'est, ce ne sont pas des tissus, ce ne sont pas des paiements pour les ouvriers. Il s'agit tout à fait autre chose. Le sceau était une signature. Qui est responsable de cette transaction?
C'était un sceau dédié, appartenant à une personne, qui avait une fonction et on reconnaissait la personne à son sceau. Et les sceaux passaient de génération en génération ou de fonctionnaire à fonctionnaire dans le même poste. Bon, nous sommes là face à une tablette et il n'y a encore que des chiffres. Et voici les tablettes suivantes. Ici, ce sont des tablettes de Mésopotamie en pierre avec deux registres. Ce sont des documents comptables, un registre en haut et un registre en bas. Le registre en haut est séparé en cases et vous voyez que dans chaque case, il y a des signes écrits, un des nombres que vous pouvez reconnaître, ici ce sont des chiffres, et en dessous des choses qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire des signes pour des mots. Et en bas, dans le registre du bas, il s'agit de la représentation de la puissance économique en cause. Dans les deux, là j'ai parlé de la tablette à gauche, la tablette à droite, vous la voyez aussi. Il y a les chiffres qui sont en haut à droite et en bas à gauche, et puis des pictogrammes, dont un animal, une jarre à bec, etc. Bien. Donc, et puis voici une tablette, elle, en argile, puisque la pierre, c'est quand même beaucoup plus long à fabriquer, qui est une tablette de distribution de rations. En bas à gauche, vous voyez une tête avec un espèce de petit bol. La tête représente une personne humaine, évidemment, et le bol, eh bien, c'est une ration pour un travailleur, pour un employé d'une grosse unité économico, mais nous appelons ça une unité économique, mais dans l'Antiquité mésopotamienne, le politique, l'économique et le religieux étaient absolument mêlés et puissamment intriqués. Donc, vous voyez, vous reconnaissez les chiffres avec ces espèces de trous, hein, et il y en a qui sont ronds et il y en a qui sont en bâtonnets, n'est-ce pas, comme verticaux. J'espère que vous avez le temps de les voir. Et puis, tous ces signes qui sont des pictogrammes représentant la langue. Quelle langue? Eh bien, ça n'est pas clair. Nous ne lisons pas ces textes. Il y a eu un déchiffrement arithmétique de ces textes. Ce sont des additions. Et donc, on sait maintenant, grâce au calcul, quelle est la valeur des signes, à peu près. Quelle est la valeur des signes? Mais on ne connaît pas la valeur des signes pour la langue. On connaît la valeur des chiffres, mais pas les signes pour la langue. Parce que l'écriture, nous ne les déchiffrons pas, nous ne savons pas quelle langue c'est. Au demeurant, l'hypothèse que c'est du sumérien a toutes les chances d'être exacte. Et nous allons voir pourquoi. Alors, voici un résumé. Les premiers signes sont d'origine comptable, strictement comptable. Il ne s'agit pas de poésie, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de politique au sens où nous l'entendons. Il s'agit évidemment d'un mélange des trois représentant la forme que revêtait le pouvoir dans les cités-États mésopotamiennes. Les premiers signes, donc, sont des chiffres d'origine comptable. Ils désignent des nombres et ces nombres désignent des quantités. Et tout aussi bien une forme linguistique des nombres. Ils ont été créés à l'occasion d'échanges ou de livraisons ou de distribution de biens. Il faut imaginer des économies relativement centralisées autour du temple principal d'une région, d'un quartier, d'une petite ville et du palais, disons, royal. Parce que c'est un peu différent de ça. Mais il y a des centres économiques et les gens, les travailleurs, les gens normaux, qui ne sont pas, disons, rois ou prêtres, reçoivent de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, d'une administration centrale à laquelle leur travail fournit les bases, c'est-à-dire le grain, la bière, les poulets, les fruits, bon, et tout ce qu'il convient, mais
dans cette administration, il n'y a pas que des ouvriers ou des bergers, des agriculteurs, il y a aussi des sculpteurs, des gens qui font les briques pour les bâtiments, des architectes. Bon, la société est en partie prise dans un réseau politico-religieux économique qui produit ces documentations d'origine comptable. Donc, les signes suivants que nous avons vus sont dédiés aux mots d'une autre sorte que des nombres. Le schéma plus ou moins reconnaissable d'une chose, ainsi le nom de la flèche, vous voyez la flèche, je l'ai dessinée, elle n'est pas terrible, mais j'espère que vous la voyez. C'est une flèche sous la forme de la fin du 4e millénaire, début du 3e millénaire. Note le nom de la flèche qui se disait en sumérien Ti. Bien, ça c'est un pictogramme. Un pictogramme revient à dessiner une chose de façon plus ou moins reconnaissable et ce dessin écrit le nom de la chose. Nous avons cela tout le temps quand nous faisons un cœur et que ça veut dire j'aime. Sur Facebook, vous faites des pictogrammes en pagaille, j'allais dire. Mais nous faisons des pictogrammes encore plus souvent que cela, puisque nos chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos chiffres, nous n'en avons que ce petit nombre, sont à la fois une unité arithmétique, mais tout aussi bien un nom dans la langue, et ce nom dans la langue est écrit avec un symbole graphique qui a une histoire, mais qui est au fond complètement indépendant de la langue, puisque le même signe, nous le lisons, nous Français, 3, les Italiens, 3, les Allemands, 3, les Anglais, 3, etc., etc., etc. Ça fonctionne comme un pictogramme, c'est-à-dire un dessin qui note le nom de la chose dans une langue. Mais qu'est-ce qu'un pictogramme en dehors de cela? C'est un signe qui repose sur une qualité très particulière des langues qu'on appelle la qualité métalinguistique ou sa réflexivité. Une langue est un organisme sémiologique, si vous préférez symbolique, qui permet de former des messages dont le contenu est le moyen de comprendre le message. Par exemple, je reviens à ma phrase, toute langue peut former des messages dont le contenu est le moyen de comprendre le message. Par exemple, le verbe former est un verbe de la langue française. Bien. Ceci est la puissance de la réflexivité réflexive des langues. C'est une puissance tout à fait particulière que n'ont pas les mathématiques. Il y a des logiciens qui m'ont dit, mais vous savez, si, ça pourrait être avec la logique. Bien. Et cette puissance particulière, elle constitue la langue comme un univers clos en expansion. La langue n'est pas quelque chose de simple. Chaque langue, toute langue, n'est pas simple. L'écriture est une gigantesque interrogation sur qu'est-ce qu'une langue, c'est quoi? C'est quoi cette chose extraordinairement familière et étrange? Donc, c'est le début d'une vaste histoire. L'écriture sumérienne va évoluer et il y a deux échappements qui se produisent. La pictographie cesse au profit de, excusez-moi, mais le signe de la flèche s'est baladé. Le signe de la flèche note de façon pictographique le nom de la flèche, c'est-à-dire Ti en sumérien, mais également toute apparition, tout usage de la syllabe Ti, T-I, comme dans notre tigre. Donc, le signe de la flèche peut être lu comme flèche et peut être lu
comme ti. Il a deux lectures possibles qui ne sont plus pictographiques. Et puis, il y a un échappement graphique. À partir d'un certain moment, on ne forme plus les signes avec des courbes à la main, mais avec un calame, c'est-à-dire un roseau coupé en biais qui donne sur l'argile des clous. Un clou droit, un clou anguleux, un clou penché, etc. D'où le nom de cunéiforme. Vous allez me dire, mais c'est un nom moderne. C'est vrai que c'est un nom moderne, 19e siècle, mais les Sumériens eux-mêmes appelaient leur écriture les clous. Hein? Il y a donc quelque chose qui a été bien compris. Les écritures cunéiformes, qu'est-ce qu'elles notent? Elles notent des mots entiers, elles gardent certains pictogrammes, qu'elles représentent autrement, mais qui notent des noms entiers qu'on appelle dès lors des logogrammes. Elles écrivent des syllabes. Hein? Par exemple, dans un mot comme mouchen, l'oiseau, il y a mou et chêne. Hein? Des syllabes sous la forme voyelle. Voilà, voyelle isolée est une syllabe pour un linguiste. Consonne, voyelle, c'est ça que j'ai signifié avec CV. Voyelle, consonne, et puis aussi consonne, voyelle, consonne, une syllabe fermée. Qu'est-ce qu'elle fait, l'écriture? Elle commence à diviser le flux de la parole. La première division a été celle de l'isolation des mots. Isolation des noms de nombres et isolation des mots comme mouchen, l'oiseau, ti, la flèche, oudou, le mouton, etc., etc. Sag, la tête, etc. Et puis, la division s'est appliquée à une phrase. Et on distingue donc les objets dans une phrase et la division s'est appliquée à l'intérieur des mots. Puisque certains mots sont monosyllabiques, comme ti, mais d'autres ne le sont pas, comme en sumérien, dingir, le dieu, mouchen, l'oiseau. Et puis, il y a des syllabes uniques, pauvres, enfin disons, où il n'y a qu'une voyelle. Le principe de division est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dès le début, mais il s'applique là, à l'intérieur des mots. Et comme vous savez, l'histoire de l'écriture n'est pas finie. Nous sommes là en 2900 avant notre ère, hein, 2500. À partir de 2400, l'écriture sumérienne, elle est établie. Et d'ailleurs, elle est magnifique. C'est d'une beauté rare. Et donc, voici un petit exemplaire d'écriture cunéiforme en haut, c'est de l'akkadien. Ensuite, vous avez sur le registre en haut du milieu, vous reconnaissez des hiéroglyphes. Actuellement, on dit que l'écriture hiéroglyphique a commencé sous l'influence de l'aventure mésopotamienne des écritures. Il y a 15 ans, quand j'ai écrit mon livre, on disait que c'était inventé localement avant l'écriture mésopotamienne. Ceci n'est pas fini. Donc, ce que vous lirez dans mon livre, si jamais vous prenez cette aventure, eh bien, c'est faux. Et c'est dit autrement maintenant, mais ça va encore changer parce que les égyptologues ne supportent pas du tout que ce soit pas local, l'invention ne soit pas locale. En dessous, vous avez une des premières écritures alphabétiques dans une langue sémitique orientale, occidentale, je suis stupide, excusez-moi, le principe alphabétique étant inventé en Égypte ancienne. Les Égyptiens écrivaient avec des signes qui n'avaient de valeur que pour un son et non pas une syllabe et non pas un mot. Et ces signes pour un son étaient dédiés à la graphie de consonnes, purement et simplement n'écrivant pas les voyelles. Je simplifie, n'écrivant pas les voyelles, seulement les semi-voyelles ou les demi-consonnes qui ne nous concernent pas ici. Cette écriture en dessous, dans le registre en bas, haut, est une écriture qui vient du Sinaï. C'est une dédicace à la déesse Baalat, et ce sont des signes qui vont être reproduits par la suite dans toutes les écritures alphabétiques du monde sémitique, où les signes, chaque lettre est dévolue à la graphie d'une consonne, où il n'y a pas de lettre autonome dévolue à la graphie des voyelles. Il faut que le scripteur retire la voyelle, c'est-à-dire sa voix, du texte qu'il écrit, et que le lecteur restitue les voyelles qui ne sont pas écrites.
Ce qui rend souvent pour nous difficile l'apprentissage de l'hébreu par exemple, mais aussi du phénicien, de l'arabe, c'est un peu différent, l'arabe écrit les voyelles longues. Bon. Et à partir de ce modèle sémitique qui naît vers 1800 avant notre ère, hein, et qui se déploie dans la deuxième partie du deuxième millénaire avant notre ère, surtout dans le monde phénicien à partir du XIIe siècle, eh bien, va se dégager vers 800, 850 avant notre ère, un alphabet grec. L'alphabet grec est tout en dessous, c'est le dernier exemple, il est là, vous ne le reconnaissez pas parce que c'est la période où les Grecs écrivent de droite à gauche comme les Phéniciens. Et pour écrire leur langue, ils prennent le répertoire des signes phéniciens et donnent d'autres valeurs pour pouvoir écrire les voyelles, puisque en grec, les voyelles sont absolument essentielles, en phénicien également, en fait, mais ils restituent la voix du scripteur et la voix du lecteur. Le lecteur n'a plus rien à trouver tout seul. En fait, il faut quand même ici qu'il trouve un peu, mais les mots sont séparés les uns des autres par les petits points que vous voyez. Alors, nous avons là, en grande vitesse, l'aventure des signes d'écriture pour la langue, hein, sur 2000 et quelques années, entre 3300 et 800 avant notre ère. J'ai laissé les chiffres de côté, mais bien évidemment, les chiffres évoluent également. Les signes pour les nombres, évidemment, évoluent. Hein. Ici, nous sommes partis pour écrire un d'un bâtonnet, et 1 va s'écrire avec un clou vertical. Nous sommes partis pour écrire 10 avec probablement un disque, et voici un clou, un double clou en quelque sorte, pour représenter 10 en écriture proprement cunéiforme. Voici maintenant que nous arrivons en 600 avant notre ère, sachant que le cunéiforme continue en Mésopotamie, l'hiéroglyphe continue en Égypte, le phénicien continue en Phénicie et ailleurs, et les Grecs viennent de créer un alphabet avec consonnes et voyelles dont nous sommes les héritiers via les Romains, et les Romains l'ayant hérité des Étrusques qui l'avaient hérité des Grecs. Bon. Il se produit à ce moment-là une invention tout à fait particulière qui est la création de la monnaie frappée, entre autres dans une grande ville que nous appelons Éphèse, où il y avait un temple d'Artémis, un grand sanctuaire plutôt qu'un temple d'Artémis en Grèce d'Asie. Et cette création d'une monnaie frappée va gagner la Grèce d'Europe, la Grèce orientale, puis la Grèce occidentale, c'est-à-dire la Sicile et la Grande Grèce, l'Italie du Sud, à partir de moins 600. Alors, comment est-ce qu'on faisait avant qu'il y ait de la monnaie? On échangeait des choses en pesant le métal. Le métal était en général de l'argent. L'argent est le métal principal du Proche et du Moyen-Orient. Il y en a beaucoup. Et il y en avait beaucoup. Les mines sont épuisées maintenant. Et on pesait l'argent métal qui lui-même était conservé en forme de lingots, souvent des espèces de bagues grossièrement façonnées avec lesquelles on passait une ficelle à l'intérieur. Et puis, dans des fouilles du sanctuaire d'Artémis, au début du XXe siècle, ont été trouvées des choses, des globules d'argent, des globules, ces globules n'ont pas de signe. Hein. Et on n'en a que de très pauvres photos dans le fouilleur. Et dans les fouilles qui ont continué, eh bien, on trouve, mais là, ce sont des globules monétaires en électrum. Ces globules ne sont pas d'argent, ils sont en électrum. Excusez-moi. Qu'est-ce que l'électrum? L'électrum est un alliage natif ou artificiel, mais souvent natif dans cette région du monde, d'or et d'argent, dont la proportion d'or et la proportion d'argent varient. C'est-à-dire que les Grecs l'appelaient électrum, ou bien surtout argent blanc, ou
or blanc, mais évidemment, la valeur de l'électrum était extrêmement variable, puisque l'or valait beaucoup plus cher que l'argent et qu'il n'y avait pas moyen de savoir a priori combien il y avait d'or, qui pouvait être 30%, ou combien il y avait d'or, qui pouvait être 60%. Donc, l'électrum est un métal non fiable au plan économique. Et voici ces bulles qui ont été frappées, ces globules qui ont été frappés tout d'un coup. Ces deux globules ne sont pas des globules anciens qui ont été trouvés en fouille, ce sont des globules fabriqués par une banque comme outil pédagogique. Comme vous voyez, il s'agit d'une forme ronde qui, quand le métal était mou, a été frappé par un coin en métal, ce qui a donné cette forme de poinçon. Vous avez toujours des poinçons, mesdames, ou messieurs d'ailleurs, sur vos alliances, sur vos bagues. C'est obligatoire, n'est-ce pas? Donc, quels sont ces documents? Comment sont-ils calculés? Eh bien, ils représentent un poids de métal précieux. Comment on obtenait ces objets? Eh bien, on fondait le métal et on le faisait prendre et durcir à l'intérieur de petites formes en argile. Et ensuite, on cassait la forme en argile et on avait l'objet, et quand il était encore un peu mou, on frappait avec une barre en métal et ça donnait une trace qu'on appelle un poinçon. Ce poinçon a toute une histoire pour ce qui nous concerne. Voici une monnaie qui a deux faces. Elle a été coulée, d'abord coulée dans une forme pour avoir son poids à l'intérieur d'un étalon, et ensuite ce métal liquide a été coulé sur une forme qui portait un sceau en négatif gravé. Ce sceau gravé en négatif représentait une tête de lion avec une verrue sur le nez. Vous la voyez, la verrue? Elle a 5 petits poils par-dessus. C'est la signature du pouvoir de la dynastie des Mernades à Sardes, en Lydie, tout près d'Iodie, qui domine par l'empire sarde, à ce moment-là, toute l'Ionie. Et de l'autre côté, on a frappé avec 2 barres de fer de taille différente, 2 carrés. Là, le type, c'est-à-dire le lion, représente le pouvoir émetteur. Ici, le pouvoir lydien de Sardes. C'est comme pour nous, autrefois, la Marianne sur nos pièces de monnaie avant l'euro. Les pièces de l'euro maintenant, hélas, n'ont rien de reconnaissable, ce qui est extrêmement dommageable. Et les billets non plus, ce sont des formes abstraites et qui ne représentent pas quelque chose où vivent les citoyens de l'Europe. Et les poinçons, eh bien, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent l'étalon dans lequel le poids de la pièce a été calculé. Ici, 2 carrés. Voici une créséide. Vous connaissez, je pense, l'expression riche comme Crésus. Ou bien l'expression beaucoup moins fréquente de nos jours, c'est le pactole. Quand, par exemple, l'État distribue des sous chez les universitaires ou dans les chercheurs, on dit « Oh, c'est le pactole ». C'est très rare, rassurez-vous. Mais quand ça arrive, on parle du pactole. Qu'est-ce que c'est que le pactole? Eh bien, c'est une petite rivière qui est réputée pour véhiculer des pépites d'électrum natifs. Voici une créséide frappée par le roi Crésus, qui a dû naître aux environs de 600 avant notre ère et qui a dirigé l'empire de Sardes, des Mernades, jusqu'à ce qu'il se fasse battre par un Iranien qui s'appelait Cyrus le Grand en 545 avant notre ère. Eh bien, cette créséide, elle est qualifiée par le fait que Crésus a opéré la différenciation de l'or et de l'argent. Ici, il s'agit d'une
proto-créséides où l'or et l'argent, le roi et le lion et le bœuf sont séparés. Et de l'autre côté, il y a deux poinçons. Dans les vrais créséides, où l'or et l'argent sont séparés, eh bien, le lion et le bœuf seront unis aux épaules. Et continuons, on ne peut pas rester dans tout, mais c'est très important. Quand nous disons riche comme Crésus, quand nous disons c'est le pactole, nous référons directement à l'invention de la monnaie frappée en Ionie et en Ionie méditerranéenne. Directement. Nous sommes héritiers quasiment directs de Crésus. Et c'est resté dans notre langue via Hérodote, évidemment, ou via les traductions latines, mais ça n'empêche, c'est toujours là. Nous parlons de la monnaie. Nous n'en parlons pas comme d'une écriture des nombres, mais nous en parlons comme d'un héritage très ancien et très magnifique. Voici une pièce grecque, également avec un lion, mais c'est pas le lion. Vous voyez, il n'y a pas le bouton sur le nez du lion, ça n'est pas une pièce sarde, et il y a d'autres poinçons, deux grands rectangles sur le revers. Et voici quelques indications. Les poinçons sur les revers indiquaient donc les étalons. Dans le monde grec, et plus que grec, parce que la Lydie n'est pas une région à proprement parler uniquement grecque, eh bien, il y a avec la Grèce d'Europe et la Grèce, disons, d'Italie, qui est évidemment la Grèce d'Europe, mais enfin, l'extension de la Grèce, il y a 15 ou 16 étalons différents. Notre étalon, comme vous savez, c'est le kilogramme. Hein? Eh bien, eux, ils ont des étalons que nous exprimons en grammes, mais eux, ils n'ont pas de grammes. Hein? L'étalon d'Éphèse vaut, dans notre expression métrique, 14 grammes 30. Pour eux, c'était l'étalon d'Éphèse. Et il avait des multiples et des sous-multiples. Bien. Ensuite, il y a l'étalon de la cité de Phocée, la grand-mère de Marseille. Enfin, c'est sa mère même, hein, la cité phocéenne. Bien. L'étalon de Phocée est une ville d'Ionie qui a migré, dont une partie de la population a migré à Massilia, et dont l'étalon était plus lourd, 16 grammes 50. Et l'île de Samos, dont l'étalon était 17 grammes 40. Ce sont ici des étalons reconnus, hein, l'étalon d'Éphèse de Lydie, l'étalon de la ville de Phocée, l'étalon de l'île de Samos, qui ont des formes différentes représentées sur les monnaies par les poinçons sur le revers. Bien. Nous allons continuer à travailler avec ces poinçons en laissant de côté les types qui sont les images représentant la cité émettrice ou le pouvoir émetteur. Nous gardons bien dans l'idée qu'il s'agit de métals précieux, soit de l'électrum au début, ensuite de l'or et de l'argent, séparés par Crésus aux environs de 560. Ici, une monnaie dont j'ai oublié d'où elle vient, c'est un chien sur un poisson, qui donne à voir un poinçon avec un carré divisé par ses médianes. Donc, là, le poinçon dit autre chose que uniquement l'étalon. Voici d'autres images. Voici une image, une très belle monnaie de Célinonte en Sicile, dont le type est une feuille. Une feuille de quoi? Une feuille d'ache. C'est une plante, H. A-C-H-E, qui est une sorte de fenouil, je crois. Pourquoi une feuille d'ache? Parce que ça se disait Célinone en grec et que le type fait un jeu de mots. Un jeu de mots. Si vous savez le grec à ce moment-là, vous voyez la feuille que vous reconnaissez, dont vous savez le nom, Célinone, et ça évoque immédiatement
la ville de Sélinonte. Donc, si vous ne savez pas que la monnaie de Sélinonte a comme type une feuille, vous le découvrez spontanément si vous savez la langue. C'est en quelque sorte un pictogramme par jeu de mots. Sur le revers, vous avez une sorte de carré, de nouveau, et vous voyez ces formes qui ressemblent à des ailes de moulin. C'est comme ça d'ailleurs que les numismates appellent ces figures, les figures en ailes de moulin. Mais en termes de géométrie, comment elles sont faites, ces figures en ailes de moulin? Eh bien, le carré est divisé par ses médianes, qui coupent les 4 côtés égaux dans leur milieu, et par des diagonales qui produisent un certain nombre de triangles inégaux. Il s'agit donc d'un carré divisé par les médianes et par deux diagonales qui ne vont pas dans les coins, qui sont 2 lignes séquentes au cœur. Donc, nous avons une figure géométrique particulière, toujours sur la base du carré. Et voici une monnaie qui va nous éclairer. Cette monnaie vient de la ville d'Argos. Argos a comme type le loup, à cause de sa mythologie fondatrice, la mythologie de la ville d'Argos, qui, comme vous savez, est dans le Péloponnèse. Un loup. N'importe qui avait ce genre de monnaie en argent dans la main savait que le loup, c'est Argos. Et qu'est-ce qu'il y a sur le revers? Il y a un carré enfoncé que l'on dit un cul. Et dans ce carré, que voyez-vous? Vous voyez la lettre A, alpha en grec. Et qu'est-ce que c'est que alpha? Alpha, c'est le premier son ou la première lettre du nom prononcé ou écrit Argos. On a le loup qui représente la ville et le A qui représente le nom de la ville. Évidemment, il y a là aussi un jeu de mots, un jeu de signes. C'est un rébus. A, sur le revers d'une pièce, ça signifie Argos. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre dans ce carré? Vous voyez qu'en haut, de part et d'autre de la pointe du A, il y a un léger creux, n'est-ce pas? Et vous voyez que le A a une barre au milieu comme il est normal. Ce A n'est pas seulement un A représentant le nom de la ville émettrice, Argos. C'est également un compas. Vous voyez bien, il y a les 2 creux où vous pouvez attraper le compas et vous en servir pour faire de la géométrie. En effet, c'est d'une importance majeure, car quels sont les outils du mathématicien grec? C'est la règle non graduée et le compas. Les mathématiciens grecs ont déployé la géométrie. Ce sont moins des arithméticiens que les Mésopotamiens, qui étaient eux très très forts en arithmétique, mais les mathématiciens grecs font de la géométrie et à partir de la représentation de grandeur par la géométrie, établissent les notions d'axiomes, alors qu'en Mésopotamie, il n'y a pas vraiment d'axiomes, tout est fait avec essai et erreur. Ils sont arrivés très très haut en mathématiques, mais sans établir de loi. C'est par la géométrie que la notion de loi et de loi non démontrée, ce qu'on appelle un axiome en mathématiques, se développe, se déploie et gagne du terrain et permet des constructions intellectuelles extraordinaires. Donc la monnaie d'Argos nous typifie le fait qu'il y a des jeux de mots avec les types, ce qu'on a vu avec Sélinonte, et une profonde empreinte de l'art arithmo-géométrique, c'est-à-dire géométrique des mathématiciens grecs dans la monnaie. La monnaie entretient une relation fondamentale avec la mathématique. Et quels sont les autres poinçons? Eh bien, vous avez vu le carré 1Q divisé par ses médianes.
Vous avez vu le carré divisé par ses diagonales. Voici un carré divisé par les médianes et les diagonales. Voici un autre carré divisé par 6 segments se croisant au centre. Image tout à l'heure de Célinonde et donnant cette idée bizarre qu'ont les numismates de les appeler en ailes de moulin. Les numismates n'ont pas vu que ça entretenait des relations avec la géométrie et que la géométrie pouvait être soupçonnée d'être une écriture particulière de nombres et de rapports entre les nombres. Voici donc les images extrêmement courantes, ce sont des poinçons extrêmement courants. Et en voici un autre qui nous éclaire encore une fois. Sur une monnaie d'Égine, il me semble, je peux me tromper, oui, d'Égine, vous voyez un carré. Le carré est divisé par 2 lignes se croisantes en haut, dans le tiers en haut à gauche. Et ce qui forme 2 rectangles, un petit carré et un grand carré. Dans le grand carré, il y a l'indication d'une diagonale. Dans le petit carré en haut à gauche, il y a la lettre alpha. Et dans le grand carré en haut à droite, vous pouvez lire un iota, un gamma et encore des lettres. C'est le début du nom grec de l'île d'Égine. En dessous, il y a cette figure que vous connaissez quand vous avez appris le théorème de Pythagore. Un carré de côté 1 est divisé par une diagonale donne 2 triangles équilatéraux égaux et 2 triangles droits équilatéraux, non pas équilatéraux, 2 triangles droits égaux. Maintenant, si chaque côté fait 1, combien fait le long côté de longueur? C'est l'hypoténuse. Vous savez que ce théorème s'appelle la somme des carrés des 2 petits côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Ce théorème s'appelle le théorème de Pythagore, que Pythagore a vécu au VIe siècle avant notre ère. Il était de l'île de Samos, une île en Ionie. Il a fui l'Ionie à l'arrivée du Perse Cyrus le Grand et il est allé en Italie du Sud. Et son école a continué en Italie du Sud en expression grecque et les rapports avec la Grèce d'Europe et la Grèce d'Asie étaient constants. Ici, j'ai fait dessiner des tentatives de dessiner l'image que nous avons en haut en photo avant d'y arriver. Les éginettes, enfin les graveurs, mais ce sont aussi d'une certaine façon des gens qui croisent le travail des mathématiciens, n'y sont pas arrivés tout de suite. Dans la figure 3.1, vous voyez que c'est hésitant. Dans la figure 3.2 aussi. Et dans la figure 3.3, on voit représenter la forme aboutie du problème de Pythagore. En même temps que la signature par des lettres de la puissance émettrice de la monnaie. C'est une monnaie d'argent, comme vous voyez. Donc, la documentation nous montre, via la monnaie d'Argos et la monnaie d'Égine, l'imprégnation mathématique des signes sur la monnaie frappée. J'en ai trouvé d'autres, des signes et des formes sur la monnaie frappée qui évoquent la mathématique grecque. En haut à gauche, vous voyez un grand carré avec à l'intérieur un petit carré dont les coins s'appuient sur le milieu des côtés du grand carré, et le petit carré est divisé en triangles égaux par ses diagonales. Eh bien, ceci reproduit tout à fait clairement, ou bien annonce, le souci mathématique du dialogue de Platon dans le Ménon, qui est la duplication de la surface d'un carré donné.
Le jeune esclave hésite et trouve que le petit carré à l'intérieur, si on le divise par ses diagonales et si l'on construit par les angles une parallèle aux diagonales, à chacune des diagonales, on obtient le double du petit carré premier. Pourquoi? C'est simple, les 4 triangles dans le petit carré sont égaux aux 4 triangles qu'on rajoute et qui sont contigus. La démonstration est celle-là dans le Ménon de Platon, et elle est représentée sur cette très très belle monnaie entourée de points. La monnaie en haut à droite représente un pentagramme étoilé qui est le symbole des pythagoriciens. La monnaie en bas à gauche représente peut-être une lune, mais peut-être aussi une lunule, qui est le problème d'Hippocrate de Chios. Et puis, il y a une dernière forme dans un fond de triangle que j'ai trouvé très peu de fois avec une sorte de roue. Je ne sais pas si c'est une forme qui évoque quelque chose en géométrie ou si c'est autre chose. La recherche n'est loin d'être finie. J'ai ouvert le dossier, il y a un travail fou à faire. Et moi, je ne le ferai plus. Alors, pourquoi des figures géométriques sur les pièces de monnaie? Elles remplacent les poinçons, nous l'avons vu. Les poinçons indiquaient l'étalon pondéral dans lequel avait été produite la pièce. Bien. Donc, or, toute pièce matérialise des nombres, c'est-à-dire un multiple ou un sous-multiple de l'unité. L'unité en grec se dit pratiquement toujours drachme, et il y a des moitiés de drachme, des tiers de drachme, etc., etc., etc. Et puis aussi, il y a des didrachmes, c'est-à-dire une pièce qui représente 2 drachmes, qui pèse le poids de 2 drachmes, etc. Le tétragramme, pentagramme, décagramme, etc. Donc, toute pièce matérialise des nombres. Les nombres, excusez-moi, j'ai écrit les nombres 3 fois, ont des rapports stables entre eux. Un tiers, un quart, le double, le tiers. Quelle que soit la chose dont on parle, les nombres ont des rapports stables entre eux. Donc, les figures, peut-être, constituent la monnaie comme un outil mathématique. Un outil mathématique qui établit des relations de grandeur entre des choses qui n'en ont pas. C'est toute la démonstration d'Aristote dans son dialogue à l'éthique à Nicomaque. Pardon. Excusez-moi, j'ai un moment des trous, c'est Alzheimer. Et donc, la monnaie est un objet très particulier. Et Aristote le dit très bien, entre une paire de chaussures faites par un cordonnier et une maison qu'un architecte a fait construire et a conçue, quelle est la mesure des choses? Il n'y en a pas. Eh bien, cette monnaie, elle permet une mesure entre des choses qui n'ont pas a priori de mesure commune. Et cette mesure, qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Du fait qu'elle est liée à la mathématique et qu'elle est établie par la cité, c'est un outil juste. Elle a une vertu de justice et d'exactitude. Bien. Pour nous, ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas, que la monnaie est une vertu de justice et d'exactitude. C'est tout à fait ce que pense Aristote. Pourquoi? C'est parce que le possesseur d'une monnaie, qu'il soit esclave ou qu'il soit citoyen ou qu'il soit étranger, eh bien, il peut agir, il peut la changer chez le banquier à l'intérieur, au départ, en arrivant dans la cité, il peut acheter et repartir avec. Ça n'est pas son statut social inégalitaire dans la société grecque ancienne qui dicte la valeur de la pièce, alors que c'est son statut social inégalitaire qui dicte la valeur de sa parole au tribunal en particulier. Mais la valeur de la pièce est indépendante du statut social et en termes d'outils mathématiques, elle est indépendante des passions humaines. Bon, alors, j'ai essayé pour ma part de déchiffrer en écriture de nombres les
les figures géométriques que nous avons vues. Mon déchiffrement ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise hypothèse, et en tout cas, il ne marche pas. Je le savais, j'ai essayé, il fallait essayer. Bon, ça n'a jamais été fait. Eh bien, c'est raté, mais c'est intéressant. Il y a quelque chose à lire qui nous a échappé et qu'il faut reprendre. Mon hypothèse reste, les figures géométriques écrivent des nombres et des rapports entre des nombres. Voilà, la question reste ouverte. Par la suite, pourquoi les figures géométriques disparaissent-elles des pièces? Elles se raréfient au IVe siècle et elles disparaissent au IIIe, il n'y en a plus. Si l'on suppose que la monnaie est un outil mathématique juste, qui repose sur l'idée que les nombres ont des relations stables entre eux, un quart, c'est toujours un quart, quel que soit le nombre considéré. Si le savoir pythagoricien se répand, à savoir que l'hypoténuse d'un triangle de rectangle isocèle de côté 1 n'a pas de relation, de rapport rationnel avec les deux autres côtés, l'hypoténuse est plus grande, mais ça n'est pas dans l'ordre du 1/3, 1/4 de plus, 1/5 de plus, non. C'est racine de 2 est un nombre irrationnel. S'il existe des nombres irrationnels qui n'ont pas de rapport stable, vérifiable avec d'autres nombres entiers, comme racine de 2 avec 1, eh bien on ne peut plus penser que par définition, la monnaie comme outil mathématique est radicalement juste, exact. Il y a un problème, qu'est-ce qu'un nombre? Il y a des nombres entiers naturels qui ont des rapports stables et des fractions, mais il y a des nombres irrationnels. Une nouvelle façon d'écrire les nombres, ça amène une nouvelle façon de produire de la monnaie. Voici une lettre de change d'un très grand marchand qui s'appelait Francesco di Marco d'Attini au XIVe siècle, qui a inondé avec toutes ses relations commerciales en Europe, a fait des lettres de change qui sont des lettres de remboursement de dettes et où on écrit, ce sont des monnaies à l'intérieur du milieu des marchands. Ce sont de loin les ancêtres des billets de banque et des chèques. Bien. Donc, une nouvelle façon d'écrire les nombres engage une nouvelle façon d'écrire la monnaie. J'ai laissé de côté toutes les pratiques commerciales et la comptabilité en partie double, etc. Donc, allons vite maintenant avec l'écriture numérique. Vous connaissez, si vous avez suivi les conférences de Jean Lassègue, que c'est Alan Turing répond à David Hilbert, lequel David Hilbert avait posé des questions à sa communauté de mathématiciens. David Hilbert étant un mathématicien allemand. Les mathématiques étaient-elles consistantes? Est-ce qu'il est impossible d'arriver à démontrer avec une suite d'opérations excellentes l'égalité 2 plus 2 égale 5? Est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'on peut être sûr qu'une assertion est vraie ou fausse, soit vraie, soit fausse? Et est-ce qu'elles sont décidables? Existe-t-il une procédure finie qui permette de vérifier si une assertion est vraie ou fausse? Avec des réponses positives, eh bien les mathématiques seraient devenues réflexive comme une langue. Mais toutes les réponses ont été négatives. Par Kurt Gödel aux 2 premières questions, puis par Alonzo Church à la 3e, et enfin par Alan Turing à la 3e toujours. Pour répondre négativement, il invente une machine de papier, une machine théorique, composée d'une bande de papier infinie, d'une tête de lecture et d'une table d'instruction qui est l'ancêtre des logiciels et des programmes. Et il pense cette machine comme un cerveau humain. Comme vous savez, les machines fonctionnent sur le passage ou le non-passage du courant électrique, le passage manifestant ce que nous appelons 1 et le non-passage manifestant ce que nous appelons 0. Toute
chose qui rentre dans la machine par les périphériques, le clavier, votre scan, votre manette de jeu, etc., est transformée par le code HC2I ou bien un autre en binaire, que ce soit des chiffres, des images fixes ou mobiles, des couleurs, des lettres, des sons, etc., vous savez que l'ordinateur est une machine généraliste à écrire tout. Elle écrit avec de signaux qui ne sont pas des signes. Le passage et le non-passage du courant électronique ne sont pas des signes, ce sont des signaux, comme quand vous levez un bras pour dire « je suis là » à votre fils qui est perdu dans le marché. Ce ne sont pas des signes, au contraire des chiffres, au contraire des lettres, au contraire des pictogrammes. Ces signes n'ont aucun sens pour les humains, ils n'ont d'ailleurs pas de sens pour la machine, ils n'ont pas de sens du tout, ils sont des déclencheurs. Avec des logiciels et des programmes, l'ordinateur traite toutes sortes de documentation. Et à partir de 1991 puis 1995, les ordinateurs sont connectés entre eux. Bien, ça signifie qu'il y a une transformation de la monnaie et nous sommes en plein dedans. Nous utilisons à peine de billets et de pièces, sauf pour acheter le pain à la boulangerie. Et nous nous servons de cartes bancaires. 95% des échanges mondiaux sont faits informatiquement. Et les crises sont des crises en partie logicielles, comme la crise de 1987, 88, 89 en Asie. La carte bancaire est une nouvelle monnaie, en quelque sorte, qui a radicalement transformé les usages monétaires, et en particulier les usages de la finance, hein, puisque la finance est faite purement avec des machines, avec des logiciels, et plus ça va vite, plus le logiciel est bon, plus vous gagnez d'argent, en changeant de place d'achat et de vente 24 heures sur 24. Nous sommes donc dans une révolution graphique, la troisième. Ça va durer un certain temps. Ça met beaucoup de désordre. Maintenant, essayons de comprendre s'il y a des points communs entre ces trois révolutions graphiques. En effet, il y a un point commun majeur. C'est que les artefacts premiers, que ce soit la bulle enveloppe, le globule d'électrons ou la machine automatique de Turing, machine de papier, ils représentent imaginativement un organe du corps humain. La bulle enveloppe représente la bouche, organe de la bouche, organe de la parole, ce qu'on cherche à écrire et manifester dans l'artefact premier qui va servir à inventer l'écriture. Le globule d'électron, brillant, pour les Grecs anciens, ce qui brille voit et en même temps ce qui brille est visible. Ce qui brille voit. Le globule d'électron représente un œil qui est à la fois voyant et visible. Organe de quoi? Organe de l'estimation et de l'évaluation des choses et des biens, entre autres. Et, comme l'a écrit Turing lui-même, sa machine automatique est un cerveau. Donc, il y a une constance dans le grand fleuve sémiologique auquel nous appartenons, qui naît en Mésopotamie, qui renaît sous une forme autre en Grèce, qui renaît en Angleterre et en Europe, puis en Amérique sous une autre forme, il y a seulement 70 ans. Il y a une constance anthropologique qui est de représenter un organe du corps humain. La bouche, l'œil, l'électricité, en plus de l'organe du corps humain. Chacun de ces organes est animé par un fluide du corps. La salive pour la bouche, la vision pour l'œil, puisque les Grecs anciens pensent que la vision est un fluide, et l'électricité qui anime le cerveau et l'ordinateur. Il y a donc une constance imaginative de représentation de l'homme dans les outils qu'il se crée pour typifier la langue, pour rendre la langue visible. Passons maintenant à l'idée très importante qu'il faudrait dire aux enfants quand ils apprennent à écrire et qu'ils ont tant de mal. Eh bien, l'écriture rend la parole, le langage, la langue visible, alors qu'elle ne l'est pas, elles ne le sont pas. Vous me voyez faire des grimaces, vous ne voyez pas la langue. Elle est invisible, elle est partout et nulle part, elle est en nous et ailleurs. Et là, tout d'un coup, elle est piégée dans des signes. Il y a donc toujours une magie des choses. Et écrire, c'est interroger la langue, c'est interroger sa propre sensation, c'est mettre en scène des choses qu'on a en soi et qu'on ne conçoit pas bien. Écrire, c'est concevoir
plus précisément parce qu'il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'une langue, cette familière étrangère. La monnaie frappée rend sans doute visible, la démonstration n'est pas finie, les rapports de proportion entre des choses qui autrement n'en ont pas. Une chaussure et une maison, nous citons Aristote. Et l'informatique, la question de l'invisible, elle est également ouverte. L'invisible est dans la machine. Le millefeuille des langages et logiciels, le passage ou le non-passage du courant électronique. Bien, tout ça, nous ne les voyons pas. Nous avons accès aux périphériques d'entrée, le clavier, le scanner, la manette de jeu, etc., et périphériques de sortie, l'écran, l'imprimante, etc., etc. Il y a un problème de l'invisible. Nous sommes dedans. Nous sommes dans l'interrogation de la parole, à laquelle nous n'avons pas véritablement de réponse. Nous sommes dans l'interrogation de l'invisible, et l'invisible, au lieu d'être comme nous le connaissions avant, eh bien, il est dans une machine. Au lieu d'être répandu, il est dans un objet. Et là, on peut s'interroger sur le trouble que ça peut faire. Une révolution graphique, c'est un énorme changement. Ça rentre dans les psychés humaines. Et évidemment, ça bouleverse les rapports sociaux. Ça a bouleversé les rapports sociaux à Uruk en 3000 avant notre ère, bouleversé les rapports sociaux en Grèce. Ça a accompagné la tyrannie d'abord, puis ensuite la démocratie. La monnaie frappée a joué un rôle là-dedans, bien sûr. Et nous sommes bouleversés par une différenciation des signes par rapport à ce que nous avons connu. Et nous avons appris à écrire à la main. Et tout d'un coup, tout est traité par la machine. La machine écrit tout. Elle écrit de la musique, elle écrit des sons, elle écrit ma voix, elle écrit votre tête, elle écrit mon mouvement devant vous. Et c'est de l'écriture. Mais notre concept d'écriture, eh bien, il faut y revenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un voyage, enfin une très, très, très belle aventure, très intéressant. Je vais peut-être alors commencer moi par vous poser une question. Une des choses comme ça qui m'a vraiment intéressé en lisant votre livre, c'est un moment, enfin, vous l'expliquez, bon, l'écriture, mais aussi d'une certaine manière les mathématiques au départ, sont une question qui est essentiellement liée à des gestionnaires, au pouvoir, aux États aussi, de certaine manière. Mais à un moment donné apparaît, en tout cas dans l'écriture, des gens, par exemple des poètes, qui sont capables de, tout en écrivant, se poser la question de quoi il est question. Euh, Comment ils arrivent, en fait, ces gens-là? Enfin, parce que c'est un peu la question à laquelle on est confronté avec le numérique, c'est-à-dire que le numérique, en tant que gestion, bah, il est là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est la possibilité par moment d'utiliser, c'est ce qui avait été discuté lors de la séance précédente, on a la possibilité d'utiliser des logiciels qui sont moins liés à des boîtes multinationales, qui sont moins liés à disons, un dessin, des profilages, etc. Mais peut-être que la question qui reste, c'est comment autre chose pourrait naître de là. Et déjà, peut-être comment autre chose est né du langage, comment à un moment donné, des poètes se disent on va écrire. Et le fait d'écrire, c'est pas juste transcrire ce qu'ils pensaient, mais c'est inventer aussi une autre manière de s'ouvertir les langages d'une certaine façon. Alors pour l'instant, nous sommes dans le creux de la vague. Parce que après la télévision, l'Internet insiste sur les images. Hein. Qu'est-ce qui circule le plus dans les réseaux? C'est des vidéos de chats. Et la raison pour laquelle j'ai quitté Facebook, c'était ça. Je veux dire, bon, enfin, me casser affreusement les pieds de voir des petits trucs comme ça. Et donc, pour l'instant, nous sommes dans un vrai creux de vague concernant l'usage des langues. Vous voyez bien que les langues changent à une vitesse folle. Elles changent toujours.
hein, absolument toujours. Mais dès qu'il y a une transformation de l'ordre de celle que nous vivons, elle change encore plus. Par exemple, le persan a énormément changé avec la République islamique. Et maintenant, il change encore plus avec le numérique. Donc, le persan de la première partie du XXe siècle est assez loin du persan de la première partie du XXIe. Bon. Ce n'est pas seulement pour le français, puisque tout le monde se désole à juste titre, parce qu'on perd énormément de formes, etc. Mais bon, une langue, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Ça change tout le temps. Écoutez, peut-être que vous avez fait l'expérience extraordinaire, je la fais très souvent, ça m'amuse beaucoup, d'écouter des émissions de radio des années 50, 60, bref, quand j'étais jeune, je suis née en 46. Eh bien, la façon dont ces messieurs parlent, il n'y a que des hommes, dont ces messieurs parlent, je me dis, mais je comprends mes 68, qu'est-ce qu'ils étaient casse-pieds. Je veux dire, bon, mais franchement, quoi, c'est rigide, c'est pas drôle. Bon, alors, peut-être que maintenant, on donne trop dans le drôle et trop dans les astuces, c'est vrai, c'est un côté un peu vulgaire. Mais il y a une sorte de légèreté, il y a de la légèreté dans la langue, il y a du sérieux, il y a de la légèreté. Tout l'art est de faire passer l'un et l'autre. Pour l'instant, nous sommes dans le creux de la vague. Parce que l'image règne. L'image règne. Et l'image, elle est plus émotive. Et en plus, nous avons une philosophie de l'émotion. Laissez aller vos émotions, vos émotions, vos émotions, vos émotions, qui me casse horriblement les pieds également. Et bon, qui ne donne pas des intellectuels, ma foi. Hein, ça donne, bon, des artistes ou des... Et encore, vous savez, les artistes sont plus proches des intellectuels qu'on ne le croit. Hein. Mais diviniser les footballeurs et les comédiens de cinéma, ça ne donne pas des intellectuels. Bien. Donc, le creux de la vague, on y est. Bon. Comment on se console? Ben, on se console en lisant des choses un peu à bon niveau, en écoutant des gens qui parlent une belle langue, que ce soit en français ou en autre langue. Hein, c'est pareil en allemand, c'est pareil en russe, bon, etc. Mais, et puis, il faut savoir qu'on ne connaît pas l'avenir, ce n'est pas nouveau. Hein, parce que nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas ce qui va se passer. Pour l'instant, les transformations sont plutôt de l'ordre de l'image avec un art de vidéo, etc., plus qu'un art de la langue. Je vous laisse à vos interrogations. Les poètes, il y en a. Il y a des tas de revues de poésie virtuelles, des revues virtuelles qui ne sont pas en papier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les lisent. Bon, mais la poésie est un peu, en français du moins, en panne. Elle n'est pas partout. Hein. Visiblement, dans le monde anglo-saxon, il y en a plus que chez nous. Il y en a chez nous, c'est pas ça. Mais quel est l'appétit du public qui adore les images et les vidéos de chats pour la poésie? Bon, hein, poser la question, c'est y répondre. Désolé. Hein. Alors, je n'ai aucun talent de Ménie Grégoire et autres Madame Soleil. Alors, ouais, vraiment... ce qui me plaît dans l'avenir, c'est qu'il est inconnu. Je serai brève, madame, mais je tiens à vous manifester mon énorme plaisir, tant d'un point de vue intellectuel, vous m'avez appris énormément de choses, mais que d'un point de vue aussi émotionnel. Et donc, soyez, en tout cas, de mon point de vue, complètement rassurés concernant votre manière de communiquer, votre langue, qu'elle soit verbale, qu'elle soit visuelle, avec vos gestes, etc. Donc, le langage non verbal. Donc, moi, j'étais, et je termine avec ça, j'avais vu, je crois que c'était à la Banque de Bruxelles où ils font une exposition, j'avais perçu que l'écriture, ce qu'on en connaissait au niveau de l'origine, c'était la manière, les chiffres, mais on en savait énormément. Enfin, en tout cas, ce qu'on nous en disait était très pauvre, et vous m'avez ouvert tout un univers absolument fabuleux. Merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup, madame. Ça me touche grandement parce que ça correspond absolument à ce que je pense. Il m'est arrivé une aventure. Hein? Quand j'essayais de déchiffrer l'élamites, une langue d'Iran, une écriture du deuxième millénaire principalement, il est arrivé un ordinateur sur mon bureau. Je me suis dit, alors. Et après, eh bien, j'ai tiré les fils. Ça m'a pris 20 ans.
Et en étant tout le temps illégitime, si vous voulez, parce que je suis toujours transdisciplinaire, à droite, à gauche. Je l'ai payé très cher dans le CNRS français, hein, et où on est plutôt dans le genre, bon, il faut rester dans sa discipline et au garde à vous. Et bon, il m'est arrivé quelque chose. Vous comprenez? C'était pas prévu. Il m'est arrivé, la recherche est une aventure, et elle m'est arrivée. Ce qui fait que je suis dans une atmosphère de reconnaissance incroyable. Il est arrivé ça. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je suis joyeuse parce qu'il m'est arrivé quelque chose de joyeux. C'est vrai. Je sais très bien où ce que j'ai fait est raté. Je sais très bien qu'il faut recommencer, qu'il faut refaire. Hein. Et puis Dieu merci, parce que sinon on s'ennuierait. Et bon, ben, voilà, on a essayé et il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Vraiment incroyable. Je travaillais sur des textes, moi, puis bon, voilà. J'avais une curiosité à droite et à gauche, et voilà. Donc, c'est comme un cadeau que j'ai vécu. C'est quelque chose comme ça. C'était beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mais c'était un cadeau. Je me suis paralysé le bras droit avec la souris, etc. Quoi. C'était dur, mais merveilleux. Vraiment. Alors, c'est ça que je vous transmets sans doute. C'est cette impression de liberté que j'ai eue. Quoi, bon, on n'a pas vu des tas de choses, n'est-ce pas? Pour répondre encore à M. Guillermo. Parce que si on prend par exemple le récit de la Genèse, si on prend par exemple le récit de la création de l'homme en Mésopotamie, si on prend le récit de la création de la femme en Grèce ancienne, eh bien, on voit que l'écriture se glisse dans le mythe. Le mythe est plus ancien. Ils ne pensent la langue, le langage, les humains qu'en termes de paroles, de langue. Et là, tout d'un coup, les signes matérialisent comment on va définir l'homme. C'est un être qui écrit, c'est un être qui travaille, c'est un être qui s'écrit, c'est l'homme, mais ce n'est pas la femme, c'est un, etc. Donc, il y a une influence, un impact énorme de l'invention des signes d'écriture dans les mythes d'anthropogonie, dans les mythes de création de l'homme. Et ceci continue d'exister. Il y a une mythologie du numérique. Elle est d'ailleurs mise en place par Turing lui-même. Et elle continue par la suite. Donc, nous ne sommes pas en dehors du mythe, complètement. Nous sommes beaucoup en dehors du mythe. Nous ne sommes plus des sociétés qui fonctionnent sur le mythe. Mais il y a cette création hein, qui met en scène dans des narrations. Et ces narrations sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est la société, elles sont en partie, pas totalement bien sûr, créées et imprimées, comment dire, condensées par les signes d'écriture. Pourquoi? C'est parce que l'écriture, elle capte la langue, les langues que nous parlons, qui sont les familières folâches dont nous avons follement besoin. Or, qui sait ce que c'est qu'une langue? Je vais vous dire, personne. Il n'y a pas de définition d'une langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Vous pouvez dire ça sert à communiquer. Il y a de tas d'autres choses qui servent à communiquer. Ça sert à nommer. D'accord, mais ça ne suffit pas, etc., etc. Il n'y a pas de grammaire totale d'une langue, une grammaire rationnelle dans le genre celle de Chomsky, etc. Ça n'existe pas. Les langues sont là, elles sont en nous, elles sont avec nous, elles sont parmi nous, et en même temps, quelque chose est toujours étrange. Cet organisme clos en expansion. C'est l'humanité, et au travers des langues, c'est nous-mêmes, c'est l'humanité. Et toute façon de transformer cet outil extraordinaire, qui n'est pas un outil, puisque c'est une définition de nous-mêmes, en le rendant visible, transforme nos êtres, non seulement nos rapports sociaux, mais ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous construisons de nous-mêmes. Et bon, voilà. Merci. Je vais relayer une question qui est posée ici dans le chat par Marguerite Topiol, qui continue un peu ce que vous étiez en train de raconter ici.
Donc, elle dit avec les numériques, il y a une des peurs, enfin, mais une des peurs réelles, c'est que les données, du coup, sont diffusées et, du coup, vont circuler d'une manière qui nous échappe complètement. Est-ce que déjà avec l'écriture, il y avait eu ces mouvements-là? Parce qu'effectivement, à partir du moment où des données sont écrites ou des choses sont écrites sur des gens, sur des pays, etc., ça circule et la manière dont ça circule, on la maîtrise plus. Ça change, oui, bien sûr. Ceci dit, ça circule, d'accord. Mais les tablettes mésopotamiennes en argile, elles circulaient un peu moins quand même, parce que c'était très fragile, et puis assez lourd, et puis assez encombrant. Et puis 70% de la production de tablettes en Mésopotamie, ce sont des comptes de moutons, de chèvres, et des paiements, et des documents comptables, et des fiches de paye, etc., etc. Hein. Au demeurant, évidemment, les textes voyagent. Pourquoi les Mésopotamiens ont cessé d'écrire en cunéiforme? Parce qu'ils ont adopté l'alphabet araméen. L'araméen était la langue du Christ, hein, c'est parlé dans la région du fond de la Méditerranée orientale. C'est une langue sémitique, parce que l'araméen s'écrivait avec un alphabet qui ne notait que les consonnes, d'accord, mais avec un objet et de l'encre sur un document, que ce soit du bois, que ce soit une feuille de palmier, ou que ce soit surtout du papyrus et plus tard du vélin, du parchemin, qui était extrêmement facile à transporter et léger. Hein? Bien, donc les documents ont évidemment couru. Je crois bien que l'écriture a, d'une certaine façon, renforcé les liens entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs locaux. Hein, ça se voit relativement bien quand même dans les empires mésopotamiens, hein, où il y a un aller-retour constant entre les gouverneurs et le palais, d'accord, et entre le gouverneur local et les représentants du gouverneur dans les petites villes ou les régions. Donc, en effet, ceci dit, ça existait avant, puisqu'il y a des empires africains, l'empire du Bénin, où on n'écrit pas, où tout se fait oralement. N'est-ce pas? Mais il est probable que ça reste, on fait des archives, et ils archivent les gens, ils conservent les documents. Puis comment est-ce que nous avons autant de tablettes cunéiformes? C'est parce qu'elles ont soit brûlé, auquel cas elles ont cuit. Les tablettes cunéiformes cuites, elles se cassent beaucoup moins, hein, et beaucoup d'archives ont brûlé, soit elles sont en fluide, mais elles sont collées un peu ensemble, mais elles sont là. Donc c'est un matériel extrêmement durable. Hein. Et les résultats, les usages sociaux ont certainement transformé les rapports, je veux dire, les rapports d'autorité, de conservation de la mémoire, mais il n'est pas sûr, à mon avis, c'est pas certain, que la conservation écrite soit plus sévère à longueur de vie d'homme, hein, bien, que la conservation orale. Parce que dans les sociétés orales, la mémoire est extrêmement utilisée, favorisée, stimulée, entraînée. Hein. Et dans les sociétés graphiques, beaucoup moins. Rappelez-vous, vous avez appris, les plus âgés d'entre vous, dont moi, des poésies par cœur à l'école, on n'en apprend plus. On ne travaille plus la mémoire, ils n'apprennent pratiquement plus les tables de multiplication, ils font tout avec leur portable, tous les petits calculs. Donc, il y a une supériorité réelle des sociétés sans écriture dans l'usage de la mémoire. Donc, on a tendance à dire que ça change les rapports et que un rapport de surveillance s'installe. Oui, mais enfin, les rapports de surveillance sont bien connus dans les sociétés orales aussi. La différence, c'est qu'on peut reprocher quelque chose à quelqu'un, à la génération d'après, etc., ce qui existe aussi. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que le fait que Google puisse traiter toute notre documentation, eh bien, voilà, vous quittez Google et vous allez sur Firefox, hein, parce que c'est beaucoup moins surveillé que Google. Vous pouvez faire ça. Moi, je ne le fais pas. Je m'en fiche qu'on me surveille, au fond. Parce que j'ai rien. Bon, vous voulez que je dise. Mais le fait est, c'est qu'il y a une véritable menace. Et et cette menace, en même temps, il ne faut pas trop céder à la fureur, quoi. Mais cette menace est surtout commerciale, quand même. On est harcelé par les publications, par la publicité, je dirais ça, je trouve que ça... Et puis, il
il y a la menace, mais cette menace-là, c'est la menace interne, les fake news et autres infox, mais c'est pas terrible infox comme mot, hein. Le complotisme, eh bien, il vient en partie du fait qu'on ne contrôle pas du tout la machine et que l'invisible est dans la machine. Pas seulement, il vient de la bêtise humaine, la chose la plus répandue du monde, mais il vient aussi de cette stupéfaction qui ne concerne en effet plus la langue, mais la puissance technique. En effet, il y a des menaces, mais la menace, elle est surtout, je trouve, dans l'utilisation frauduleuse de la crédulité humaine. Ça me paraît beaucoup plus grave que le reste. Parce que il y a de la croyance dans l'esprit humain, il y en a toujours. Elle peut être récupérée par des nouvelles absurdes, elle peut être canalisée par des religions, et puis elle peut aller n'importe où. Il y a de la croyance dans l'esprit humain, hein. D'une certaine façon, moi j'ai cru en la science, je me suis bien écarté de ça, mais j'y ai cru, et c'est vrai que ça avait pris pour se dédier 20 ans à une œuvre qui finit par un bouquin de 500 pages, il faut y croire quand même, il y a une force de la croyance derrière. Et il y a toujours de la croyance, il ne faut pas imaginer que même les laïcs les plus convaincus en France, ils ont une croyance, entre autres dans la laïcité. Et donc, c'est plutôt ça qui me paraît extrêmement dangereux, c'est qu'on puisse vous influencer de façon majeure, et comme en même temps, c'est développer la passion des images et le déploiement symbolique et moral des émotions, eh bien, l'émotion plus les images plus les infox, ça donne des trucs un peu sinistres. Voilà. Mais en même temps, on est toujours dans la possibilité de lutter quand même. On peut dire, bon, vérifiez vos sources, si vous aimez l'Internet, allez chercher d'autres opinions, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un travail. C'est du temps. Et puis, si où est le moteur critique? Le mot critique n'est pas tout à fait suffisant. Où est le doute? Le problème, c'est le doute. C'est le doute. Le doute, eh ben, c'est une émotion. La critique est une construction sur le doute. Le doute est une émotion. Écoutez les radios, ils vous parleront des émotions, mais jamais du doute. Il y a une question de Frédéric Gouffaut. Bonjour madame, je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Je me suis écarté des débats de la société actuelle en fait, et je voudrais revenir sur votre exposé que j'ai trouvé très clair. Et j'ai juste mais qui a été très vite quand même. Bah oui. Ce week-end, j'ai visité avec ma fille le musée d'art et d'histoire à Bruxelles et on voyait des balances pour peser la monnaie. Et donc, vous parliez dans les monnaies des sceaux qui apposaient la valeur de la monnaie. Et je me demande comment on peut articuler ça avec l'usage des balances. Voilà, juste une question très pointue. Oui, oui. En Grèce ancienne, ils ont continué à peser. À peser. Oui, oui. Et puis, au Moyen-Âge, on pesait aussi. Pourquoi? C'est parce que les pouvoirs locaux, ils trichaient. Ils mettaient moins de poids. OK. Hein? Donc, depuis toujours. OK. La monnaie frappée vaut plus que son poids en métal. OK, d'accord. D'accord? Donc, les gens qui avaient surtout confiance dans le métal d'argent et dans le métal doré, il y avait beaucoup moins d'or que d'argent, ils pesaient les métaux. OK. Bien sûr, c'est parce que la valeur nominale est supérieure à la valeur métallique. Donc, ça venait d'un manque de confiance. Donc, oui. La question, parce que je me disais, ça fait double emploi. Si on pèse et si on met le poinçon, c'est faire deux fois la même opération. Qui inventent la monnaie frappée, c'est des intellos. Hein? C'est des matheux et des techniciens. Donc, ce qui les branche, eux, c'est de créer, c'est de faire un outil, de penser cet outil. Les gens qui voient débarquer cet outil, ils continuent à faire comme ils ont fait avant, c'est-à-dire peser les métaux quand les métaux étaient en lingots. Ça dure très longtemps. Ça n'empêche que le travail intellectuel de la monnaie a existé, qu'il y a aussi
qu'il y a des réflexions sur la monnaie, qu'il y a une mythologie sur la monnaie, etc., 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 et que ça s'inscrit dans l'histoire des mathématiques grecques et l'arithmogéométrie. Mais évidemment, les usages sociaux sont plus lents. Et au Moyen-Âge, on repesait les monnaies parce que voilà, il y avait moins de métal que ce qu'on attendait. Ok, d'accord. Mais la fausse monnaie existe avec la monnaie. Hein, je peux dire. Donc il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a les usages sociaux qui étaient de peser la monnaie et que les usages intellectuels de le poinçonner, comme vous l'avez expliqué, est une couche qui est venue en plus. Oui. Et il y a le fait qu'à certaines périodes, on a pu avoir un manque de confiance par rapport à la monnaie. Comme vous savez, le moteur de la monnaie, c'est la confiance. Oui. Ceci dit, nous sommes dans la même situation d'une certaine façon, parce que nous avons laissé le pouvoir aux informaticiens. Que diable? Il suffit de voir avec le Bitcoin. Ben oui, nous avons laissé le pouvoir aux informaticiens. C'est eux qui décident. Alors, le manque de confiance est quelque chose de très ancien. C'est d'ailleurs pour ça que les pièces de monnaie avaient des rainures sur le pourtour. Oui. C'est parce que des gens grattaient pour récupérer une partie de la monnaie quand ça avait une valeur métallique réelle, or ou argent. Mais il y a plein de méthodes, hein, il y en a plein d'autres. Mais on rognait, quoi. Ça s'appelle rogner. Voilà. Oui. Donc on a pesé, puisque la valeur nominale était supérieure à la valeur métallique des pièces. Alors, il y a double emploi, mais maintenant, quel est le poids réel de la pièce? La question se pose, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il y a un poinçon que le poids réel, c'est le poids réel. Le tableau, le changeur, où on voit l'homme et sa femme qui pèsent les monnaies. Ils les pèsent, oui. Alors, c'est magnifique, ce tableau. Ok, ça va, merci beaucoup, c'est très clair, merci. Juste une dernière question. Il y a une différence des rythmes dans la diffusion de l'écriture, dans la diffusion des signes mathématiques et dans le numérique. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle ça s'est propagé n'a aucune commune mesure. Aucune. D'une certaine façon, la monnaie s'est plus répandue que l'écriture. Et la monnaie a été un des moyens d'alphabétisation, quelque part, puisqu'il y a des signes. Hein? Et que, ils sont obligés plus ou moins, enfin, obligés non, mais ils voient des signes. Hein? Et en fait, ils savent grosso modo que le type avec, par exemple, la tête de loup, c'est Argos, et la lettre à côté, c'est A pour écrire Argos. Vous comprenez ce que je raconte? Le rébus met la connexion entre le signe, la monnaie et la langue. Et il y a des rébus tout le temps, avec Sélinonte et Sélinone, la plante, et avec le A de Argos et la monnaie. Bon, il y a quelque chose que produit la monnaie que ne produisait pas avant, puisque l'existence de l'écriture, puisque tous les enfants n'allaient pas à l'école. Hein, c'est assez récent chez nous quand même. Hein. Et il est probable quand même, c'est une hypothèse, hein, je veux dire, j'ai pas creusé, c'est très difficile de creuser, mais la monnaie a répandu des signes. Par exemple, la monnaie athénienne, la chouette d'Athènes, que vous pouvez taper chouette d'Athènes et puis vous en aurez plein, elle s'est répandue dans toute la Méditerranée, absolument partout. Oui, parce que enfin, déjà entre la monnaie et l'écriture, la différence est énorme, mais les numériques, ils s'est diffusé à une beaucoup, oui, mais l'écriture, ça a été long, hein. La monnaie, ça a été plus rapide, et le numérique, c'est 10 fois plus rapide. Il y a une croissance aussi de diffusion. Parce que l'écriture, il y a des zones, par exemple, en Iran, quand les rois achéménides, Cyrus, entre autres, fait une inscription en cunéiforme, personne ne lit le cunéiforme. Les inscriptions de Darius, les premières, sont faites sur une falaise à 30 mètres de haut. Elles ne sont pas dédiées aux hommes, elles sont dédiées aux dieux. Enfin, et il a fallu un type qui était assyriologue et alpiniste. Hein, il y en a eu, hein, sur Rawlinson, mais il en fallait un. Voilà, donc, alors, tout existe pour finir. Hein. Mais, voilà. Donc, c'était très peu diffusé, très peu.
Et puis, l'alphabet a changé des choses parce qu'apprendre 30 signes, c'est plus rapide qu'en apprendre 200 comme pour les syllabaires ou 2000 comme pour les systèmes logographiques. Vous suivez à peu près, l'apprentissage est plus long. En fait, il a l'air plus simple. C'est faux, il est plus difficile. L'apprentissage alphabétique est plus difficile. Hein? Parce que le fait que les dessins d'un logogramme, par exemple, ou des signes chinois, les dessins sont réinterprétables en termes d'image. On peut dire aux enfants, ça ressemble à ça. Et donc, il y a pratiquement pas de dyslexie en Chine. Or, il y a énormément, ils sont obligés d'apprendre minimum 1000 signes. En fait, il y en a 40 000. Et donc, ou 40 000 signes et valeurs. Parce qu'un même signe peut avoir plusieurs valeurs. Peut être lu, utilisé de façon variée. Mais quand il y a une image, ça marche mieux. Hein. L'éducation avec les signes alphabétiques, elle est en fait plus difficile parce que c'est extrêmement abstrait. Et ça, vraiment, là, on s'y prend pas bien, quoi, hein, franchement. Il faut dire aux enfants, tu fais de la magie, tu rends la langue visible, ça soulage déjà. Hein, formidable, tu te rends compte de ce que tu fais. Et puis, se rendre compte que c'est très difficile. Moi, je savais ni lire ni écrire à 10 ans. Hein. J'étais désespéré. Mais c'était l'époque où on ne mettait pas les gamins en difficulté dans des classes poubelles. Non. Puis un jour, c'est venu, parce que ma grand-mère m'a dit quand même. Non, voilà. Je savais tout par cœur. Et bon, comme je suis d'une famille où il y avait beaucoup d'enfants, j'étais la dernière, ben les parents, leur principe d'éducation avait été sérieusement usé par les prédécesseurs. Et, et bon, j'ai vraiment quoi, c'est quand j'ai décidé. Et puis c'est venu. Et puis après, 50 ans, je publie un livre sur l'écriture. Évidemment, c'est resté. Hein? Mais je m'en suis rendu compte très, très tard. Très tard. Que c'était un chemin compliqué pour moi dans les signes. Et qu'en fait, je travaillais sur ce qui avait sérieusement coincé. Ce sera la dernière question. Question de la crainte numérique. Le problème, c'est que ce que nous laissons dessus, on craint d'avoir des informations qui passent, comme il y a l'utilisation de tas d'horreurs de façon vengeresse, hein, les sextapes que les uns publient, etc. Mais le tout, c'est ce qu'on laisse sur le système. À partir du moment, comme vous dites, vous avez arrêté Facebook, moi aussi, j'ai arrêté Facebook parce que je trouvais que ça n'avait aucune fiabilité depuis tout un temps. Et je savais, j'ai travaillé en informatique pendant 20 ans, je savais ce qu'on faisait, je connaissais la NSA, etc. Je savais ce qu'on faisait de nos données. Et donc, tout le problème, c'est qu'on laisse n'importe quoi. Et le tout, c'est de faire attention, comme vous disiez, aux informations que l'on reçoit. Bah oui, bien sûr. Bah, moi, quitter Facebook, ça ne m'a pas fait pleurer. Hein, je veux dire, bon, moi non plus, j'étais content. Pardon? Et c'est vrai que j'en étais très content. Et moi aussi. Alors tout le monde, mes jeunes amis, parce que j'ai des copains qui sont plus jeunes, m'ont dit quoi? Ben ouais, tu regardes pas. Voilà. Tout le principe de Facebook, c'est de laisser les gens accrocher le plus longtemps pour faire du pognon. Il paraît que c'est pire sur d'autres systèmes, Instagram, je ne sais plus quoi. Ah oui, Instagram, oui, WhatsApp et compagnie. Et là, c'est contrôlé complètement aussi, mais enfin, c'est la même société mère. Et WhatsApp. Et le type, l'Américain qui avait publié des choses et qui est interdit de séjour, enfin, qui est poursuivi par l'Amérique et qui est en Russie, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Je ne sais plus, mais je vois, enfin, qui était un lanceur d'alerte. Et... Oui. Et il est toujours en Russie. Bon. Oui. Et il disait, écoutez, surtout n'allez pas sur WhatsApp, c'est le pire. Oui. Moi, j'utilise Signal plutôt. Moi, j'utilise rien. Ah oui. J'aime la voix des gens. Oui, mais justement, avec Signal, vous utilisez... La passion des voix. Alors, au fond, j'aime le téléphone. Voilà. Non, on peut utiliser, oui, mais on peut l'utiliser, Signal, en voix, ou en vidéo, ou en message simple, tout est possible. Et c'est encore, les sources sont publiées, donc on peut vérifier ce qu'ils en font. Ah bon? Et ça s'appelle comment? Signal. Signal, bon, bien, mais je vais regarder. Et c'est pas trop difficile à manier, pas casse-pied. Pas du tout. D'accord. Aussi simple que ceci. Aussi simple que ceci. Oui, Zoom, c'est incroyable quand même. Hein. Oui, mais c'est la même chose. D'accord.
c'est comme passer à OpenOffice plutôt que Microsoft Office. Oui, mais il y avait des trucs qui ne marchaient pas très bien. En particulier, le PowerPoint, enfin l'équivalent en OpenOffice, c'était pas terrible. J'arrivais pas bien. Non, ça marche bien. Bon, ça maîtrise un tout oui, petit mais peu c'était au différent. début. Par contre, on peut créer des fichiers PDF à partir de tout ce qu'on a en OpenOffice. Et c'est libre. Moi, ma fille avait appris Microsoft à l'école, elle avait 12 ans, et je lui ai remplacé Microsoft par OpenOffice. Sa réflexion, c'est « Ah, tu as changé les icônes ». Ben oui. Bon. Bien. Bon. Bien. Vraiment vous remercier, c'était extrêmement intéressant. Écoutez, la prochaine fois qu'on pourra se déplacer, je viendrai boire un coup avec vous à Bruxelles. Absolument, absolument. Vous êtes déjà invité et vraiment volontiers d'avoir une rencontre en présentiel, comme on dit maintenant. Comme on dit, c'est la novlangue, mais c'est pas mal le présentiel. Voilà, donc il y a pas mal de gens, je ne sais pas si vous avez accès au chat qui vous remercie. J'aurais pu le mettre, le converser, je peux le mettre là. Oui, je vais regarder. Voilà, vous pouvez regarder. Et donc, bon, voilà, effectivement, dès que ce sera possible en présentiel, mais déjà, vraiment, ça a été cette expérience-là un peu étrange, mais c'était une très belle balade et le fait effectivement d'aborder le numérique en partant un peu à l'aventure comme ça, je pense que ça apporte quelque chose et ça peut être… ça permet une petite distance, comme toujours les travaux sur l'Antiquité. Absolument. Et aussi des prises très réelles pour les soucis qu'on a vraiment au quotidien aujourd'hui avec les numériques. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Pierre, tu voulais… C'est moi qui vous remercie. C'était un très bon exercice. Merci, à très bientôt. Au revoir, merci. Bonne journée à tous.